you. We're gonna get you. Not another peep. Time to go to sleep. C'était la veille de Noël dans un Londres enneigé, en Angleterre dans les années 1800. Et dans une petite maison, à la périphérie de la ville, vivait un garçon de 7 ans, solitaire, nommé Isaac. Isaac était un enfant triste et sans amis. Alors que la plupart des enfants passaient du temps avec leur famille en attendant avec impatience l'ouverture des cadeaux qu'ils avaient été placés avec soin sous un arbre de Noël, le petit Isaac passait cette nuit seul dans son grenier, froid et poussiéreux. Les parents d'Isaac étaient très pauvres. Sa mère était une femme stricte qui restait à la maison et avait déscolarisé Isaac. Son père travaillait de longues heures au port de Londres pour soutenir sa famille, même si une grande partie de ses gains servait à l'achat et à la consommation de grandes quantités d'alcool à la fin de son quart de travail. Parfois, il rentrait ivre après avoir été chassé de tous les bars de Londres. Occasionnellement, il était violent et battait sauvagement la mère d'Isaac. Puis, quand il avait fini, il avait sur elle une rage sexuelle ivre. Comme il était arrivé cette nuit, qui était une de ces occasions, Isaac était juste resté calme, frémissant sous ses draps souillés jusqu'à ce que les cris et les détonations se calment. Isaac réussit finalement à s'endormir. Il avait rêvé de ce que serait d'avoir un ami pour jouer. Peut-être qu'il pourrait rire et être heureux comme les autres enfants de Londres. Heureusement pour le petit Isaac, ce réveillon de Noël marqua un grand changement, quand sa solitude attira l'attention d'un ange gardien, qui élabora ensuite un cadeau très spécial pour le petit garçon triste de Londres. Comme le soleil se levait sur le matin de Noël, Isaac ouvrit les yeux et trouva une étrange boîte en bois posée au pied de son lit. Il écarquilla les yeux dans la crainte. Il regardait la boîte artisanale colorée en se demandant qui l'avait laissée là. Il n'était pas habitué à recevoir des cadeaux, et surtout pas des jouets. Isaac se faufila jusqu'au pied de son lit, en face de la boîte mystérieuse, et la ramassa avec les deux mains. La boîte était magnifiquement peinte dans un style coloré, des clowns heureux sculptés sur le côté. Il y avait une étiquette sur la boîte qui disait tout simplement « Pour Isaac ». Sur le dessus de la boîte, il y avait un texte gravé. Isaac plissa les yeux pour lire les mots. Jacques qui rit dans la boîte. Il s'arrêta. Jacques qui rit dans la boîte. Isaac avait entendu parler d'un Jacques dans une boîte, mais jamais d'un Jacques qui rit dans une boîte. Avec curiosité, il saisit la manivelle de métal de la boîte. Isaac tourna la manivelle et la chanson Pop Goes the Weasel sonna en rythme avec les fluctuations de la manivelle. Comme la chanson finissait, Isaac chanta avec le dernier verset. Mais rien ne se passa. Isaac poussa un soupir. Ah, c'est cassé. Il plaça la boîte sur le bord du lit et se glissa dans la petite pièce poussiéreuse dans sa nuit sale et dans sa routine. Soudain, Isaac entendit un bruit venant du lit derrière lui. Il se retourna et vit la boîte en bois trembler violemment. Puis, d'un coup, le haut de la boîte s'ouvrit et un défilé de fumée colorée et de confettis beugla. Isaac se frotta les yeux incrédule. Comme la fumée se dégageait, il vit un grand homme mince multicolore, un clown avec des cheveux rouges vifs, un cône arc-en-ciel en guise de nez, les épaules plumeuses et un équipement de clown coloré. Le clown écarta les bras et, tout excité, annonça « Venez, venez tous, petits et grands, pour voir le meilleur clown de tous, le seul, l'unique, Jacques qui rit dans la boîte !» Les yeux d'Isaac s'illuminèrent. « Qui es-tu » demanda-t-il. Le clown coloré sauta du lit et dit avec un sourire heureux « Je suis content que tu poses la question. Je suis Jacques qui rit, ton nouvel ami pour la vie. Je suis magique, je ne me lasse jamais de jouer, et je change en fonction de ta personnalité. En d'autres termes, tout ce que tu voudras. » Isaac leva les yeux vers le mystérieux bonhomme. « Hein ? On est amis ?» il bégayait. Jacques regarda le garçon tout en levant un sourcil. « Amis, on est meilleurs amis. J'ai été spécialement créé pour être ton ami. Je ne suis pas si imaginaire, Isaac. » La mâchoire d'Isaac en tombait. « Tu connais mon nom ?» Jacques laissa échapper un rire lunatique. « Bien sûr que je connais ton nom. Je sais tout sur toi. Donc, maintenant que les présentations sont faites, tu veux jouer à un jeu ? Je vois quelque chose, Isaac sourit jusqu'aux oreilles. « Vraiment ? Nous pouvons jouer à des jeux ? Oh, super ! Oh !» Il s'arrêta. « Je ne peux pas. Je dois aller en bas pour voir ma mère, pour faire mes devoirs et mes tâches. » Son sourire disparut dans la déception. Jacques posa sa main sur l'épaule d'Isaac et dit avec un sourire chaleureux « Ça va aller, je vais t'attendre ici. » Isaac sourit et regarda son nouvel ami. C'est alors qu'il a entendu la voix stridente de sa mère lui demandant de venir en bas. « Eh bien, je dois y aller, on se voit plus tard, ok Jacques ?» dit Isaac alors qu'il se dirigeait vers la porte. Jacques sourit. « Absolument, gamin. Oh, et Isaac ?» Isaac regarda Jacques qui lui fit un clin d'œil et dit « Tu devrais sourire plus souvent, ça te va bien. » Isaac sourit joyeusement, se tourna et se dirigea vers la porte.
Toute la journée, Isaac parla à sa mère d'un merveilleux clown coloré qui sortait d'une boîte magique qui est apparue au pied de son lit. Sa mère cependant n'en croyait pas un mot. Enfin, il a convaincu sa mère de le suivre dans sa chambre pour qu'elle puisse voir Jacques qui rit de ses propres yeux. Ils montèrent alors les escaliers et Isaac ouvrit la porte de sa chambre. « Vous voyez, mère, il... » Isaac s'arrêta. Il balaya la pièce qui ne contenait ni clown magique, ni mystérieux coffre en bois. La mère d'Isaac n'était pas du tout amusée. Elle regarda Isaac d'un regard menaçant. Ses genoux tremblaient. « Mais mère, il était... » Paf! La mère d'Isaac lui donna une grosse gifle en plein sur son visage. Ses yeux devinrent humides et sa lèvre commença à trembler. Il se sentait sur le point de tomber par terre. « Stupide gosse insolent! Comment oses-tu mentir sur une telle idiotie? Qui voudrait être ami avec une mère inutile telle que toi? Reste dans ta chambre pour le reste de la soirée et tu n'auras pas de dîner. Maintenant, tu ne dis plus rien à gras. » Isaac réussit à avaler le nœud de sa gorge pour murmurer une réponse. « Mais merci, mais... » Sa mère le regarda pendant un moment avant de quitter la pièce pleine de dégoût. Isaac s'agenouilla et posa son visage sur le côté de son lit. Il versa un ruisseau de larmes. « Qu'est-ce qui ne va pas, gamin ?» dit une voix. Isaac était sur le bord du lit où Jacques était maintenant assis à côté de lui. « Où étais-tu » murmura Isaac. Jacques passa sa main dans les cheveux d'Isaac pour le consoler et dit doucement. « Je me cachais, je ne peux pas laisser tes parents me voir. Sinon, ils ne laisseront plus jouer. » Isaac essuya les larmes de ses yeux. « Hé gamin, je suis désolé d'avoir dû me cacher, mais je le faisais pour toi, parce que ce soir, on va pouvoir jouer à des tonnes de jeux, » dit Jacques en souriant. Isaac regarda son copain et hocha silencieusement la tête. Un petit sourire commença à se former au coin de sa bouche. Cette nuit, Jacques Kiri et Isaac jouèrent à beaucoup de jeux amusants. D'un geste de la main, Jacques rendit tous les soldats d'étain d'Isaac vivants pour marcher autour de la salle. Isaac était surpris alors qu'il regardait ses jouets se déplacer. Puis, Jacques Kiri et Isaac se racontèrent des histoires de fantômes fantasmagoriques. Isaac demanda à Jacques s'il était un fantôme, mais Jacques expliquait qu'il était plus du genre entité cosmique de toutes sortes. À la fin de la nuit, Jacques fouilla dans sa poche et en sortit un assortiment de délicieux bonbons. Isaac était en extase quand il mit ce festin coloré dans sa bouche. C'était la première fois qu'il dégustait quelque chose d'aussi doux. Isaac avait l'air tellement heureux et riait si fort cette nuit que les choses semblaient être enfin rentrées dans l'ordre pour le petit Isaac. Au moins jusqu'à l'incident qui lui a lu 3 mois plus tard. Il faisait très chaud et ensoleillé à Londres ce jour-là, ce qui était plutôt rare. Aussi, avec l'aide d'un certain ami, Isaac avait pu terminer ses travaux et était autorisé à aller jouer dehors. Les choses ont commencé assez simplement. Le duo était derrière la maison à jouer aux pirates, quand Isaac a repéré que le chat des voisins s'était faufilé dans son jardin. « Nous avons un espion ennemi à vue, tous à tribord !» Isaac cria, captivé par la fantaisie et l'imagination. « Je vais l'attraper, Captain Isaac !» s'écria le premier lieutenant Jacques avec sa meilleure voix de pirate. Jacques tendit le bras à travers le jardin et prit le félin sans méfiance, qui commença à lutter avec vigueur. « Ne le laisse pas s'en tirer, Jackie, ou on le fera passer par-dessus la planche !» Isaac était contrarié. L'emprise de Jacques sur le chat serré, ses bras se prolongèrent comme un anaconda s'enroulant autour du félin qui luttait pour sa vie. Les bras de Jack continuaient à presser l'animal en appuyant sur l'air de ses poumons. Les yeux de l'animal commencèrent à gonfler. Ils sortirent de leur orbite avec un bruit sec. Jacques relâcha rapidement la créature de sa main qui était à présent sans vie au sol. Il y a eu un gros silence à la vue du corps mutilé du chat. Le silence fut finalement rompu par un rire désopilant venant d'Isaac. « Ah 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 ah, ouah! Je suppose que les chats n'ont pas vraiment 9 vies, ah 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 !» s'écria Isaac, les yeux presque en larmes. Jacques Kiri commença à rire aussi. « Hé hé, ouais, mais ça va pas te causer des ennuis si ta mère trouve le chat de ton voisin mort dans ton jardin ?» Le rire d'Isaac s'arrêta. « Oh non, tu as raison, je vais aller le jeter dans la cour des voisins. » Isaac paniqua. Il saisit une pelle à proximité, ramassa le cadavre du chat et il le lança par-dessus la clôture. Il était à présent à nouveau dans la cour des voisins. Jacques et Isaac ont alors rapidement regagné la chambre. C'est arrivé environ 1 heure plus tard. Isaac avait les oreilles percées par les cris de sa mère, hurlant son nom en bas. Ni Jacques ni Isaac ne dirent un mot. Il se glissa dans les escaliers, seul face au terrible sort qui l'attendait. Jacques pouvait entendre beaucoup crier en bas, mais il ne pouvait rien faire. Après une trentaine de minutes, Isaac, les yeux larmoyants, monta les escaliers. « Eh bien ?» demanda Jacques nerveusement. Et Isaac au sol commença à parler. « J'ai essayé de lui dire que c'était toi qui avais tué le chat. Elle ne me croyait pas. Elle dit que tu n'es pas réel. » Jacques fronça les sourcils, conscient que tout cela était de sa faute. Isaac utilisa sa manche pour s'essuyer ses larmes. « Je vais être envoyé à un pensionnat. Je pars ce soir, et tu ne pourras pas venir avec moi. » Jacques prit un air choqué. « Quoi ? Mais je ne peux pas venir ? Où vais-je aller ?» Isaac ne dit rien. « Retournez là-dedans, mais je ne pourrai pas sortir jusqu'à ce que... » Jacques s'arrêta. Isaac se leva, des larmes coulant sur son visage. « Jacques, je promets que je reviendrai pour toi dès que je pourrai. » Jacques regarda la boîte, puis de nouveau Isaac. « Et je serai là à t'attendre, gamin.
Jacques sourit, une seule larme coula sur sa joue. Il se dirigea vers la boîte et fut aspiré par un nuage de fumée, incapable d'être libre jusqu'au retour d'Isaac. Cette nuit, Isaac fut envoyé à l'école. Pour la première fois, Jacques Guéry sentit ce que c'était d'être seul. Même lorsqu'il était piégé dans sa boîte, Jacques était capable de voir les choses qui se passaient autour de lui. Chaque jour, il attendait son ami, et chaque jour, la chambre vieillissait et prenait plus la poussière. Jacques Guéry était le meilleur ami d'Isaac pour la vie, et maintenant il attendait jour après jour, mois après mois, de se réunir avec lui. Les parents d'Isaac vivaient encore dans la maison, mais ils ne venaient jamais à la chambre à l'étage. La seule fois où il entendait la présence était quand il se battait. La vie de Jacques se résumait désormais à la solitude et la déception. Au fil des années, les couleurs vibrantes de Jacques ont commencé à se fondre dans un flou monochrome de noir et de blanc, pris au piège tout seul, éternel et sans espoir. 13 années ont passé avant que le père d'Isaac, rentrant particulièrement ivre, ait une altercation avec sa femme comme d'habitude. Violence physique à nouveau, mais cette fois elle ne sut pas se remettre en place. Le père d'Isaac avait battu sa femme à mort et fut condamné à la pendaison le lendemain. Avec ses deux parents morts, cela signifiait qu'Isaac héritait de la vieille maison poussiéreuse où il avait passé la première moitié de son enfance. Jacques Guéry fut très surpris quand il entendit les pas de son vieil ami monter les escaliers menant au grenier pour la première fois en 13 ans. Mais il n'était pas ce que Jacques avait espéré. Isaac avait l'air différent. Non seulement il était plus âgé, mais il semblait aussi posséder ce regard sombre et étrange sur son visage. Il n'était plus le jeune garçon plein d'espoir et curieux que Jacques avait connu. Jacques attendit avec impatience Isaac pour le libérer de la prison où il l'avait entendu pendant de nombreuses années. Mais la boîte de Jacques était là, intacte et inaperçue, sur une étagère dans le coin de la salle, avec tous les autres bibelots poussiéreux indésirables. Isaac avait complètement oublié son vieil ami, avait rejeté tous ses rêves de l'enfance. Étonnamment, Jacques se sentit plus rien. Il était vide. 13 ans d'attente et une grosse déception laissa le clown triste. Jacques est resté dans sa boîte, incolore et sans émotion. Le lendemain, Isaac alla à son travail de tapissier faire des réparations de meubles pour les gens de Londres. Jacques entendit en captivité. Quelques heures plus tard, un Isaac ivre rentra chez lui et trébucha dans l'escalier de sa chambre. Mais cette fois, il avait un ami avec lui. C'était une amie qu'Isaac avait ramassée au bar plus tôt ce soir. Elle était belle, avec des cheveux blonds, les yeux bleus saphir et un sourire qui pourrait faire fondre les cœurs. La curiosité de Jacques était attirée par l'invité d'Isaac. Qui est-ce? Un nouvel ami? Pourquoi Isaac aurait-il besoin de nouveaux amis? Je pensais que j'étais le seul ami d'Isaac. Jacques pensa au sein de son isolement infernal. Isaac et son ami s'assirent sur le lit et bavardèrent au sujet de la vie à Londres. Isaac fit une blague sur le temps et tous les deux se mirent à rire. Jacques siffla avec envie la nouvelle amie d'Isaac. Isaac et la jeune fille se regardèrent profondément dans les yeux et se rapprochèrent pour un baiser avec un tourbillon passionné des langues dans l'autre bouche. Jacques était perplexe devant cette étrange démonstration d'affection car il n'avait jamais vu personne s'embrasser avant. Comme le baiser devenait plus intense, Isaac passa sa main le long de la cuisse lisse de la jeune fille et sur sa joue. Isaac persistait et répéta son geste en plaçant cette fois sa main sur ses sous-vêtements soyeux. La femme prit avec grand mécontentement les avances sexuelles qu'Isaac et il reçut une claque dure sur son visage. Les yeux d'Isaac virèrent au sombre. Il dévisagea la femme. Sa passion ivre se transforma en colère. Les battements de cœur de la femme s'accélérèrent quand elle vit le visage d'Isaac en ébullition. « Sale pute !» cria Isaac. Il lança son poing dans le visage de la jeune fille. Les yeux de Jacques Guéry s'élargirent et il vit de longues traînées de rouge jaillissant du nez de la jeune fille. « Quel est ce jeu ?» pensait-il innocent. Isaac saisit d'une main ferme le poignet de la jeune fille et déchira sa culotte de l'autre. La jeune fille, terrifiée, essaya de se battre. Isaac caressait ses seins, saisissant sauvagement ses cheveux et forçant sa langue dans la gorge de la jeune femme en sanglots, qui criait aussi fort qu'elle pouvait. Jacques regardait avec de grands yeux curieux, son vieil ami le saisit et sa bouche se remplit de sang. La fille effrayée tomba du lit et se laissa tomber sur le sol. Elle se précipita vers la sortie. Isaac prit rapidement une embardée vers l'avant et réussit à l'attraper son jouet en fuite en saisissant sa robe. La remontant, il prit le chandelier au large de la table de chevet à côté de lui et de toutes ses forces il défonça la tête de la jeune femme, qui s'ouvrit comme une pastèque mûre. Du sang épais éclaboussait à travers la pièce. Le corps de la jeune fille convulsa sur le sol pendant plusieurs secondes avant de devenir complètement immobile. Du sang partout. Quelques gouttes parvinrent même sur la boîte de Jack, qui était très intéressé par ce spectacle. Pour la première fois en 13 longues années, un sourire commença à revenir sur le visage de Jack. Un rire soudain s'échappa de ses lèvres froides, puis un autre, jusqu'à ce que Jack hurle de rire à l'intérieur de sa boîte scellée. « Quel jeu vraiment fascinant !» dit Jack en voyant les longs cheveux blonds dorés de la jeune fille mélangés au sang. Comme l'adrénaline commençait à s'adoucir, Isaac réalisa qu'il devait se débarrasser du corps.
Il prit le corps sans vie de la jeune fille et se laissa tomber sur le lit. Il quitta la salle en fermant la porte derrière lui et la verrouilla avant de quitter la maison. Il revint presque une journée complète plus tard et entra dans la chambre avec une poubelle en métal et son sac d'outils d'ameublement de travail. Il effaça ensuite tout sur le bureau en bois, sur le mur opposé à la porte, et ensuite traîna le lit avec le cadavre ensanglanté dans le milieu de la pièce. Isaac eut de l'espace travaillé, mais il avait également donné à Jacques un siège au premier rang pour l'ensemble du spectacle. Jacques regardait avec un grand sourire comment Isaac jouait avec son nouveau jeu du cadavre souillé. Une fois qu'Isaac eut tout mis en place, il se mit au travail. D'abord, il vida le contenu de son gros sac à outils noirs sur la table de travail derrière lui. Un assortiment de couteaux, marteaux, pinces et autres outils était désormais posé devant lui. Son premier choix fut un couteau d'ameublement dont il se servait pour enlever la peau du corps. Cette peau fut ensuite placée sur des supports et transformée en cuir. Cela fait, Isaac utilisa une scie pour scier les bras, les jambes et la tête, perturbé dans sa tâche par la présence d'asticots. Après avoir rempli la poubelle avec l'eau de javel et d'autres produits chimiques, il y trempa les membres jusqu'à ce que l'os soit dépouillé de la chair. Isaac pêcha les ossements dans un jus de cadavre et les posa sur la table de travail. Puis, dans la soirée, il mit la poubelle à l'extérieur et jeta les restes pourris dans les égouts de Londres pour être emportés dans la mer. Pendant les 3 prochains jours, Jacques regarda Isaac avec étonnement. Il faisait un fauteuil vraiment grotesque avec les restes de la jeune fille. Les pieds arrière étaient faits des fémurs tandis que les pieds avant étaient des tibias. Un cadre en bois était utilisé pour la base et l'assise, mais le rebord du support était fait de vertèbres. Les os du bras avaient été utilisés comme accoudoir et avaient été fixés en place par quelques côtes. Les tendons étaient utilisés comme renfort avec les cheveux blonds tressés en une doublure pour la base. Au sommet de ce fauteuil de l'enfer était placé le crâne qui avait appartenu à la jeune fille aux cheveux blonds dorés, aux yeux de saphir et au sourire qui pouvait faire fondre les cœurs. Isaac était très satisfait dans son travail, et Jacques Quéry était vraiment impressionné par la créativité profonde de son ancien camarade. Après cette nuit, Isaac ne toucha plus jamais à une goutte d'alcool, car il possédait maintenant une soif beaucoup plus macabre. Dans les semaines suivantes, Isaac apporta plusieurs améliorations à son petit atelier des horreurs. Il enleva le matelas du lit et posa une rangée de planches de bois épais à la base. Puis, il attacha des bras et des jambes au fond et sur les côtés. Isaac n'avait besoin que d'une dernière chose avant de planifier une autre partie grotesque. Il avait travaillé sur elle pendant une semaine d'affilée, la main sculptée dans le bois. Une fois appliquée la couche de peinture blanche, la création d'Isaac fut complète. C'était un masque ressemblant à quelque chose que l'on peut porter à un bal masqué. Il avait un front plissé et un long nez de troll qui lui permettrait de frapper sans crainte dans les cœurs de ses clients bien-aimés. Avec son nouveau visage et la salle transformée en un nid d'assassinat, il était enfin temps pour Isaac de ramener à la maison un nouveau compagnon de jeu. La nuit suivante, Jacques Quéry regarda Isaac, masqué, piétinant les escaliers, emportant avec lui un grand sac de jute avec tous ses hôtes à l'intérieur. Il vida le sac sur son lit de torture et laissa échapper un jeune garçon attaché et bâillonné. Il avait très peur et probablement à peine 5 ou 6 ans. Isaac dénoua rapidement les liens du garçon et lui coinça les pieds et les bras dans le cadre du lit d'acier. Les larmes coulaient sans cesse sur le visage impuissant du garçon. Isaac posa ses outils sur l'établi. Il revint en brandissant une paire de tenailles rouillées et, sans perdre de temps, il glissa la mâchoire inférieure de la pince sous l'ongle de l'index droit et serra fermement. Les yeux de l'enfant tremblaient. Il commençait à supplier Isaac de le laisser s'en aller. Isaac sourit en arrachant péniblement le premier ongle. Le garçon cria de toute son âme, se tordant de douleur sur les planches de bois. Le sang commença à jaillir de son doigt. Isaac plaça ensuite la pince sur le majeur, tenant fermement l'ongle avec ses tenailles rouillées. Une fois encore, il tira la pince en arrière, mais cette fois l'ongle s'arracha qu'à moitié. Le garçon cria de douleur, ses doigts se crispaient, en sang. Isaac donna un autre coup sec. Le reste de l'ongle s'arracha, mais pas sans une bonne dose de peau avec. Même Isaac était un peu rebuté par ce spectacle douloureux, contrairement à Jacques Quéry, qui claquait de joie à la vue de ce spectacle qu'il voyait depuis son ancienne boîte poussiéreuse. Isaac retourna à l'atelier et troqua la pince pour un grand marteau de fer. Il fit ensuite son chemin vers le pied du lit de torture, où, d'une main, il enfonça la jambe gauche de l'enfant. Il souleva le marteau au-dessus de sa tête. Le jeune garçon continua de pleurer. Alors, de toutes ses forces, Isaac abattit le marteau vers le bas nu du garçon, brisant l'os avec un craquement. L'enfant convulsait dans la douleur et poussait des cris stridents, le bâillon de tissu attaché étroitement à son visage étouffé. Comme l'enfant subissait une douleur intense, Isaac plaça le marteau sur le lit en bois et retourna une fois de plus à l'atelier, où il se munit d'un long couteau pointu. Sans tarder, il commença à sculpter les mots « vers inutile » dans la poitrine de l'enfant. Quand il eut fini, le garçon était à peine conscient. Isaac s'agenouilla alors et murmura à l'oreille de l'enfant. « C'est ce qui arrive aux enfants pourris qui font face aux gens désagréables. » Les yeux de l'enfant étaient remplis de larmes. Isaac se mit à tailler la peau du visage de l'enfant,
Mais il fut surpris de voir que le garçon s'accrochait encore à la vie. L'enfant mutilé regarda Isaac avec ses grands yeux ronds qui lui remplit son cœur noir de rage et de haine. « Même sans visage, tu es toujours laid comme une merde !» Isaac cria, ramassa le marteau au pied du lit et commença à frapper le crâne du pauvre garçon qu'il brisa encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien qu'une masse de chair sanglante. À travers la pièce, Jacques criait joyeusement. Ce spectacle avait été à la hauteur de ses attentes. La seconde convive d'Isaac était une vieille femme aveugle qu'il avait invitée pour boire le thé. Il lui fallut à peu près 5 minutes pour réaliser que la chaise sur laquelle elle était assise était faite de restes humains et encore 6 minutes pour trouver l'escalier. Elle tomba en agitant les bras et en criant comme une dingue. Isaac décida de mettre fin à cette cruelle plaisanterie avec un choix simple. Il lui enfonça le verre à travers l'orbite. Après cela, il ne resta plus qu'une petite fille qui l'avait gavé de verre brisé avant d'utiliser son ventre comme un punching ball. Au fil des semaines, de plus en plus d'âmes plus malchanceuses atteignirent leur fin dans le grenier d'Isaac. La personnalité d'Isaac était devenue plus sombre et sadique, et Jacques suivait son évolution alors qu'il pourrissait dans sa boîte poussiéreuse, jusqu'à une nuit très froide de décembre. Les clous rouillés qui tenaient le plateau du bibelot oublié cédèrent enfin. Tout chuta au sol. Isaac entendit le bruit sourd d'en bas et décida de monter au grenier. Il marcha sur le plancher souillé de sang vers le plateau tombé. Isaac écarta certains des bibelots qui étaient tombés quand il vit finalement le Jacques dans la boîte de son enfance. Isaac reconnut à peine la vieille boîte en lambeaux. Il la ramassa et enleva une partie de la poussière. Ensuite, par une quelconque nostalgie, il saisit la boîte et commença à tourner la manivelle. Un horrible son de Pop Goes the Weasel sortit de la vieille boîte, et comme il l'avait fait pour la première fois, Isaac chanta le dernier verset. Le haut de la boîte s'ouvrit, mais rien ne se passa. Elle était vide. Il jeta la vieille boîte à la poubelle avec les autres bibelots cassés, et alla ouvrir la porte pour retourner en bas. Mais il était bloqué. Isaac tira sur la poignée, mais la porte ne voulait pas bouger. À ce moment, il entendit une voix rauque, horrible, crier derrière lui. « Isaac !» Une secousse froide parcourut l'échine d'Isaac et les poils sur son dos se dressèrent. Il se retourna lentement. Balayant du regard toute la pièce jusqu'à la poubelle, il finit par voir un cauchemardesque Jacques Thierry. Il était complètement monochrome, ses cheveux noirs pendaient en mèches tordues, des dents pointues décoraient son sourire tordu, et ses bras pendaient comme ceux d'une poupée de chiffon, avec ses longs doigts grotesques tombant au sol. Puis, d'un ton froid, sa voix rauque de clown diabolique parla. « Qu'est-ce que c'est bon d'être libre! Je t'ai manqué, Isaac !» Isaac était paralysé par la peur. « Mais je croyais que tu n'étais pas réel, mais imaginaire !» bégaya Isaac. « Ah ah ah! Je suis tout à fait réel, gamin. En fait, j'ai attendu si longtemps pour cette journée, pour que je puisse jouer avec nos meilleurs amis pour la vie. Une dernière fois. » Avant qu'Isaac ne puisse répondre, les longs bras de Jacques se tendirent à travers la pièce et il les enroula autour de ses jambes. Le clown tordu commença à se rapprocher de lui, le traînant vers son lit, de torture en bois. Les ongles d'Isaac grattaient le sol tout au long de la chaussée. Ignorant cette faible résistance, Jacques attrapa rapidement 4 clous de fer longs de 3 pouces dans l'atelier et les pressa droit sur les mains et les pieds d'Isaac, le clouant au lit. Isaac grogna de douleur comme il criait à son ravisseur. « Ah, va te faire foutre, putain de clown bizarre !» Jacques se contenta de rire. « Si tu ne peux pas dire quelque chose de gentil, alors ne dis rien du tout. » Jacques mit ses longs doigts crochus dans la bouche d'Isaac, saisit fermement sa langue et les tira aussi loin qu'elle pouvait aller. Le clown attrapa ensuite son dos, saisit un couteau pointu de la table et commença lentement à couper la chair de la langue d'Isaac. Meurtri, la bouche d'Isaac commença à déborder de sang. Jacques poussa un petit tube de métal dans la gorge d'Isaac. À ce stade, Isaac était déjà dans une grande douleur et avait les yeux fermés serrés pour éviter de voir les horreurs nauséabondes qu'on lui faisait sur le corps. « Allez, ce n'est pas drôle s'il ne regarde pas, » dit Jacques d'un ton ludique, mais Isaac garda les yeux fermés. Jacques soupira. « Comme tu voudras. » Jacques maintint ensuite l'un des yeux d'Isaac ouverts. Il allongea son bras et prit quelques longs hameçons pointus dans l'atelier. Lentement, Jacques poussa l'extrémité pointue du hameçon à travers la paupière supérieure droite et attacha la pointe au niveau du sourcil pour le laisser en permanence ouvert. Puis il sortit un second crochet, poussant à travers la paupière inférieure et l'épingla à la joue. Jacques répéta le processus pour l'autre œil pour qu'Isaac ne manque rien de l'action. Jacques Thierry prit ensuite le même couteau qu'il avait utilisé pour arracher la langue d'Isaac et commença à se concentrer sur l'élimination des lèvres. Jacques trancha soigneusement 2 longues bandes de chair, montrant ses dents et gencives complètement exposées. On dirait que quelqu'un ne se brosse pas les dents. Jacques ricana dans sa barbe et saisit le marteau. Isaac le suppliait d'arrêter, mais seuls des gémissements s'échappaient de sa gorge. Jacques souleva le marteau en l'air et avec un sourire tordu, il frappa le bras et les dents d'Isaac qui éclatèrent comme de l'argile sèche. Jacques laissa tomber le marteau et se mit à hurler de rire. Il déchira la chemise d'Isaac, prit le plus gros couteau et il découpa le haut de la poitrine d'Isaac de haut en bas, jusqu'à l'estomac. Isaac gémit de douleur.
Le monstre monochrome enfonça ses doigts misérables sous la peau de la poitrine d'Isaac et le pela jusqu'au dos, pendant qu'Isaac observait ce spectacle en direct. Jacques commença ensuite à sortir les intestins d'Isaac de la même manière qu'un magicien qui se met à tirer sur une série de tissus colorés de sa poche. Jacques commença à souffler de l'air dans l'intestin. Une fois gonflé, il le tordit en sorte de faire un caniche, et il s'écria en petit rire bouillant « Je peux te faire les girafes aussi !» Isaac restait toujours dans la douleur et le choc. La créature posa doucement le ballon macabre à côté de la tête d'Isaac. Pour son prochain tour, Jacques enfonça sa main dans la captivité de l'estomac ouvert d'Isaac et tira sur l'un de ses reins. Le tenant dans sa main, Jacques se tourna vers son ami captif et haussa les épaules en déclarant « Les reins ne sont pas vraiment mon truc !» Il jeta l'organe de côté. Jacques qui rit remarqua qu'Isaac commença à dériver sans la mort. « Déjà fatigué ? Pourquoi ? On était presque au grand final !» s'écria Jacques. Il sortit une aiguille de sa manche. « Ce devrait te recaquer un peu !» Jacques enfonça l'aiguille dans la rétine d'Isaac et injecta le liquide dans son orbite de droite. Jacques se tortilla et tordit l'aiguille dans le globe oculaire de son ancien camarade de jeu. Isaac était toujours en vie. Avec un petit rire sinistre, Jacques tira l'aiguille, tirant sur le globe oculaire avec elle. L'œil droit d'Isaac était accroché hors de son support et pendu sur le côté droit de son visage. Jacques sourit. « Eh bien, maintenant que j'ai ton attention... » Le clown prit ensuite son long index tordu et le poussa dans un trou dans l'estomac d'Isaac. Jacques baissa la tête vers la cavité de la poitrine ouverte et étendit sa bouche béante. En quelques secondes, un torrent de cafards commença à ramper hors de la gueule du clown, se reversant sur la poitrine ouverte d'Isaac. Ils rampèrent tous dans la petite ouverture de l'estomac d'Isaac. Comme son ventre devenait gonflé d'insectes, les cafards commencèrent à se précipiter vers la gorge pour sortir de sa bouche et de la cavité nasale. Isaac était à quelques centimètres de la mort quand son ravisseur s'agenouilla à côté de lui et lui parla à l'oreille. « Ça faisait tellement longtemps, gamin, mais je crois que tout est fini maintenant. Pas besoin de pleurer, cependant. J'ai l'intention de répandre mon amitié à tous les enfants solitaires du monde, » lui dit Jacques. Il enfonça son bras droit dans la poitrine d'Isaac et tira son cœur encore battant. La vie d'Isaac passa devant ses yeux. Il vit sa mère, son père, le pensionnat, ses victimes, et la dernière pensée qui flottait dans son esprit fut ce Noël très spécial où il s'était réveillé pour trouver la magnifique boîte de bois sculptée qui contenait son premier ami. Il y a des rumeurs qui disent que lorsque la police a finalement trouvé le corps pourri d'Isaac, infesté de cafards, des semaines plus tard la veille de Noël, même si son visage avait été défoncé et déchiré en morceaux, il semblait presque heureux. 1, 2, someone's calling you. 3, 4, better check the app store. 5, 6, better